Liam est un employé de bureau surmené qui n'a pas passé une bonne nuit de sommeil depuis près de 10 ans. Sa vie professionnelle est plus toxique que les émissions de télé-réalité, donc la seule chose qui le fait tenir pour l'instant, c'est sa femme et sa fille aimante. Une fois que Liam rentre chez lui pour la journée, il est accueilli par Micah et lui demande des nouvelles de leur fille, Kanami. Micah lui dit que Kanami est déjà couchée, mais qu'elle a passé toute la journée à supplier d'avoir un chien. Apparemment, elle a récemment vu un Shiba chez son ami et n'a pas pu l'oublier. Liam n'est pas sûr qu'il puisse se permettre d'avoir un chien maintenant, mais après avoir regardé sa fille endormie, il décide que cela pourrait en valoir la peine si ça rend Kanami heureuse, même s'il doit prendre quelques shifts supplémentaires au travail. Le lendemain, il emmène Kanami dans une animalerie pour lui acheter un chien, et elle semble vraiment heureuse. Micah est honnêtement surprise que Liam ait accepté d'avoir un chien, car cela ajoutera encore plus de travail à son emploi du temps, mais il est d'accord. Il croit que tant qu'il garde sa femme et sa fille heureuses, il peut surmonter tous les défis, mais il n'aurait pas pu se tromper davantage. Le lendemain au travail, Liam se fait crier dessus par son patron pour ne pas avoir rendu un rapport à temps. Liam rappelle à son patron qu'il a envoyé le rapport jeudi, mais que jeudi, le patron était dans un club aux vitres opaques, donc il n'a pas vu le message, et d'une manière ou d'une autre, il trouve encore un moyen de rejeter la faute sur Liam. Au travail, Liam subit constamment des abus, que ce soit de la part de son patron irresponsable ou de ses subordonnés qui ne le respectent pas. Il s'approprie constamment ses réussites et le blâme pour des choses qu'il n'a pas faites, donc sa vie professionnelle est comme un champ de mines actif. Mais il parvient à rentrer chaque jour et à voir sa femme et sa fille, ce qui lui remonte toujours le moral. Cependant, le lendemain, alors que Liam est dans le train pour aller au travail, il reçoit un message de son amie, Nida. Nida lui parle du dernier Gundam qui vient de sortir et lui demande de l'aider à l'acheter. Liam rit de l'amour de Nida pour ses Gundam, mais comme ils sont amis, il décide d'aller en acheter un. Il descend du train et utilise Google Maps pour essayer de trouver le magasin, mais il ne connaît pas bien la région et finit par se perdre. Il commence à regarder autour de lui pour repérer des points de repère, mais c'est alors qu'il aperçoit sa femme en rendez-vous avec un homme inconnu. Liam est d'abord incrédule, car Micah lui avait dit qu'elle allait emmener Kanami à son cours d'escrime aujourd'hui, et pourtant, la voilà. Plus tard dans la soirée, Liam rentre du travail et demande à Micah ce qu'elle a fait aujourd'hui. Micah ment et dit qu'elle a juste emmené Kanami à son cours d'escrime, donc Liam est sur le point de révéler qu'il a vu en rendez-vous, mais il finit par faire comme si de rien n'était. Il ne veut pas gâcher sa vie familiale heureuse, alors il essaie de se convaincre qu'il a du mal interpréter ce qu'il a vu. Après tout, il est impossible que Micah le trompe. Il décide de faire une pause pour se vider l'esprit, alors il essaie de mettre son ordinateur en veille, mais ça ne semble pas fonctionner, donc il est obligé de l'éteindre jusqu'à son retour. Il se promène dans la ville et erre jusqu'à l'endroit où il a vu Micah en rendez-vous plus tôt, et il est soulagé de voir qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais tout ce soulagement disparaît quand il entend Micah au téléphone avec son prétendu amant, et elle a même amené Kanami avec elle. Liam essaie de garder espoir en se disant que cet homme est juste un ami, mais ensuite il entend Kanami appeler l'homme « papa », et son monde s'écroule. Il retourne au travail et essaie de se convaincre que sa femme ne le trompe pas. Peut-être que c'est juste un très bon ami qui aime jouer le rôle du père de Kanami quand Liam n'est pas là. Juste à ce moment, son patron arrive et se met à crier sur Liam pour avoir paressé, donc Liam explique qu'il attend juste que son ordinateur s'allume. Il a des problèmes avec le mode veille, donc pour des raisons de sécurité, Liam doit l'éteindre à chaque pause, mais son patron continue de crier et lui dit qu'il devrait sauter toutes ses pauses. Juste alors, il reçoit un appel de Micah, qui lui dit que Kanami a eu un terrible accident, donc Liam se précipite frénétiquement à l'hôpital. Une fois sur place, il demande à Micah où est Kanami, et elle lui dit qu'elle est déjà en salle d'opération. Juste à ce moment, le médecin sort et demande si les deux sont les parents de Kanami. Ils répondent tous les deux oui, donc il leur dit qu'il a besoin que l'un d'eux donne du sang à Kanami et leur demande leur groupe sanguin. Liam dit qu'il est AB+, et Micah dit qu'elle est O, donc le médecin demande à Micah d'entrer en salle d'opération pour la transfusion. Liam demande au médecin pourquoi c'est obligatoirement Micah, et il explique que Kanami est aussi O, donc le sang de Liam ne serait pas compatible. Pendant l'opération, Liam fait une petite recherche sur Google et découvre qu'il est physiquement impossible que Kanami ait un groupe sanguin, aussi lui est AB, donc la seule explication plausible est qu'elle n'est pas vraiment sa fille. Il en a finalement assez, alors il confronte Micah et lui demande si Kanami est vraiment sa fille. Mais alors Micah commence à le manipuler et dit que c'est elle qui devrait être en colère parce que Liam ne se soucie pas du tout de cette famille. Elle dit qu'il n'est jamais là, donc Liam explique que c'est parce qu'il doit toujours travailler tard, mais Micah refuse de l'écouter. Elle dit à Liam que son travail ne vaut rien parce qu'il n'a jamais de promotion ni d'augmentation, donc il ne peut pas lui offrir la vie qu'elle veut. Liam n'arrive pas à croire ce qu'il entend, mais Micah continue et crie que pendant les 10 ans de leur mariage, elle n'a presque jamais vu Liam, donc elle a dû élever Kanami toute seule. Elle oublie commodément de mentionner que Kanami n'est pas l'enfant de Liam. Elle dit à Liam qu'il n'a jamais fait partie de ce foyer,
et qu'elle va prendre Kanami et partir. Liam lui demande où elle compte aller, mais Mika l'ignore et frappe à la porte de Kanami, lui disant qu'elles vont partir. Liam essaie de l'arrêter, mais Mika se dégage, et il devient désespéré, alors il crie qu'il a toujours fait de son mieux pour Kanami et la supplie de ne pas le quitter. Mais Kanami lui dit qu'elle préfère son autre père, et il perd tout espoir. Le lendemain, Liam va au travail, toujours dévasté par la trahison de Mika et Kanami, mais il est appelé par son patron et accusé de détournement de fonds. Liam nie, mais le patron a clairement une trace de 50 millions de yens envoyés sur un compte inconnu. Et les logs viennent de l'ordinateur de Liam, donc il est licencié sur le champ. Après avoir perdu son travail, Mika utilise ça comme excuse pour demander le divorce et même le poursuit pour pension alimentaire, même si Kanami n'est pas sa fille. Pour éviter la prison pour le prétendu détournement, Liam accepte de rembourser les 50 millions de yens en travaillant comme ouvrier du bâtiment, mais en réalité, il mourra bien avant d'avoir remboursé. Sa vie est pratiquement finie maintenant, et la seule joie qui lui reste vient de Nida. Nida envoie un message à Liam à propos du dernier épisode de Gundam, donc Liam s'apprête à répondre qu'il aimerait le regarder avec lui, mais il supprime le message parce qu'il ne veut pas que Nida découvre à quel point sa vie est triste. Il essaie de garder espoir et croit que s'il travaille assez dur, sa vie s'améliorera sûrement. Mais alors qu'il mange son déjeuner, il crache du sang et réalise qu'une bronchite est en train de l'attaquer. Cette nuit-là, il essaie de dormir, mais sa toux sanguinolente s'aggrave, et il ne peut même pas consulter un médecin parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. Il est obligé de rester dans son lit et d'attendre sa mort inévitable. Mais alors que la vie commence à quitter son corps, une lumière apparaît au-dessus de lui et lui montre des visions. La vision révèle que c'est son patron qui a détourné les 50 millions de yens depuis l'ordinateur de Liam, et c'est aussi le même patron avec qui Mika le trompait. Tout ce que Mika a dit plus tôt sur le fait de se sentir négligée s'avère être un mensonge, car elle n'a jamais vu Liam comme autre chose qu'un ver insignifiant qu'elle pouvait exploiter pour son argent. Elle faisait même partie du plan pour accuser Liam du détournement. Liam est anéanti et n'arrive pas à croire ce qu'il voit, mais un homme mystérieux lui dit que tout est vrai. Il demande à Liam s'il va vraiment les laisser s'en tirer avec un comportement aussi méprisable, et Liam a atteint sa limite, alors il jure qu'il les fera payer pour ce qu'ils ont fait, même si c'est la dernière chose qu'il fera. L'homme adore la rage pure qui émane de Liam, donc il est content d'avoir décidé de lui rendre visite, mais il ne s'est pas présenté, donc Liam lui demande qui il est et pourquoi il est là. L'homme explique qu'il s'est intéressé à Liam parce que c'est un homme bon, mais Liam ne semble pas amusé parce que vivre une vie honnête ne lui a rien apporté. S'il pouvait revenir en arrière, il vivrait égoïstement et se mettrait au-dessus de tout. L'homme est ravi d'entendre ça, donc il informe Liam qu'il est là pour lui offrir une chance d'aller dans un autre monde. Et tout ce que Liam doit faire, c'est choisir le monde où il veut aller. Pour autant que Liam sache, ce pourrait être une hallucination sur son lit de mort. Mais si on lui donne vraiment le choix d'un nouveau monde, il veut que ça compte. Il se souvient que Nida a mentionné un autre monde, un monde de Gundam, donc il choisit celui-là. C'est un monde de science-fiction et de magie, fortement influencé par les royautés et nobles, donc il y a un risque que Liam finisse comme paysan dans une ferme. Mais comme l'homme l'apprécie, il dit qu'il le réincarnera comme le fils d'un comte régnant sur une planète, pour faciliter les choses. Liam est content d'apprendre que sa nouvelle vie sera meilleure, donc avec son dernier souffle, il signe le contrat Isekai, et son âme est envoyée dans le nouveau monde. Sur la planète Hydra, c'est le 5e anniversaire de Liam, donc sa mère a organisé une fête pour lui. Elle a aussi un cadeau spécial, donc elle dit à Liam de la suivre et active un sort de lévitation sous ses pieds. Liam fait de même, et une fois dans la pièce voisine, il trouve un gâteau géant et une énorme boîte à côté. Liam déballe son cadeau avec impatience et trouve un cube, donc sa mère explique que c'est la personnalisation de sa propre servante. Il peut utiliser cette télécommande pour choisir toutes les caractéristiques qu'il veut pour la servante, et elle sera envoyée à une entreprise de fabrication pour être produite. D'autres options incluent les oreilles, la bouche et d'autres parties du corps qui doivent être floutées. Liam demande pourquoi elle offre ça à un enfant de 5 ans, mais elle dit que c'est très important. Son père arrive alors et dit qu'il a aussi un cadeau spécial, l'intégralité du domaine Banfield. Liam est choqué que son père veuille vraiment confier tout ça à un enfant de 5 ans. Il demande si son père est sérieux à propos de le faire devenir le nouveau comte, et il confirme. Mais il y a une toute petite condition. Après avoir transmis le domaine à Liam, il veut déménager dans une villa avec sa femme et vivre en paix. Donc il dit à Liam qu'il doit accepter de lui verser une allocation mensuelle pour recevoir le domaine. Liam, aveuglé par le pouvoir, ne réalise pas à quel point c'est bizarre que son père confie tout ça à un bébé, donc quand son père sort un contrat à signer, il le signe sans le lire. Une fois signé, son père prend le contrat et dit qu'ils partent maintenant. Mais Liam ne réalise toujours pas qu'il s'est probablement fait arnaquer. Il décide d'ignorer les détails suspects et de se concentrer sur le fait qu'il est officiellement comte maintenant. Et il compte abuser de ce pouvoir pour s'assurer que personne ne l'exploite plus jamais. Et il ne serait jamais arrivé ici sans l'homme mystérieux, donc il lui est très reconnaissant.
Cependant, Liam n'aurait vraiment pas dû faire confiance à un type qui se nourrit de tristesse et de souffrance. Juste après l'envoi de Liam dans l'autre monde, l'homme décide de causer un peu plus de souffrance avant de retourner dans son royaume, donc il se tourne vers Micah et le patron de Liam. Ils sont encore en train de rigoler au restaurant, et le patron plaisante en disant qu'il se sent un peu coupable d'avoir ruiné la vie de Liam. Mais Micah dit qu'elle n'a aucune pitié pour lui. Après tout, il mérite de pourrir pour avoir gâché 10 ans de sa vie. Soudain, des policiers encerclent le patron et l'arrêtent. Le patron essaie de dire que c'est une erreur, mais la police a vu les enregistrements où il piège Liam pour le détournement, donc il va être enfermé longtemps. Et maintenant que son sugar daddy va en prison, Micah va être ruiné et misérable. L'homme mystérieux se délecte de toute cette souffrance. Il ne reste plus qu'à transporter l'âme de Liam dans l'autre monde, et il va s'assurer que Liam souffre encore plus que dans ce monde. Il veut savourer chaque émotion négative de Liam quand il réalisera à quel point sa vie sera mauvaise. Et les gens de ce monde vivent beaucoup plus longtemps, donc Liam devra souffrir pendant des siècles là-bas. Pendant ce temps, dans le Nouveau Monde, une planète est attaquée par des pirates fantômes. Mais alors que le capitaine pense qu'ils vont gagner, plusieurs de ces hommes explosent soudain. Et dans le chaos, il aperçoit la princesse chevalier Léviathan, flottant menaçante. Christiana est la première princesse du Saint Royaume de Léviathan, et c'est une combattante extraordinaire, donc une fois qu'elle rejoint la bataille, les pirates tombent comme des mouches. Avec son aide, l'armée de Léviathan repousse les pirates. Mais même quand ils battent en retraite, Christiana ordonne à ses soldats de continuer à attaquer pour montrer l'exemple. Pendant ce temps, Liam vient de recevoir sa servante et est très excité. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive dans un emballage de poupée. Son majordome lui dit qu'il suffit de toucher l'emballage pour l'ouvrir, donc Liam le fait, et la servante atterrit par terre. Elle se présente comme Amaji, et le majordome dit qu'à partir d'aujourd'hui, Amaji sera sa servante personnelle. Il dit à Liam qu'elle aura besoin d'une maintenance hebdomadaire, mais sinon, elle peut être active 24 juillet pour s'occuper de lui, mais Liam n'écoute plus parce qu'il est trop occupé à inspecter ses attributs. Le majordome lui demande ce qu'il fait, et Liam explique qu'il vérifie si l'entreprise de fabrication a bien respecté sa demande de « bonne aidée ». Même si c'est le cas, le majordome dit à Liam qu'il ne devrait pas faire ça en public. Donc Liam demande à Amaji de le suivre dans sa chambre pour une inspection approfondie, et le majordome s'inquiète pour l'innocence de Liam. Quelques heures plus tard, Liam se fait masser les épaules par Amaji, et le majordome demande ce qu'il a fait, mais Liam lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a peut-être l'air d'un enfant de 5 ans, mais son esprit a 36 ans. Cependant, le majordome lui dit que 36 ans, c'est encore un enfant. Liam est choqué, donc Amaji explique que l'espérance de vie moyenne ici est de 600 ans, et on est considéré comme adulte qu'à environ 100 ans. Liam ignorait que les gens vivaient si longtemps, mais il est content parce qu'une longue vie lui laissera le temps d'essayer plein de choses. Et il aimerait qu'Amaji soit à ses côtés tout ce temps. Le majordome met en garde Liam contre le fait de trop se rapprocher d'Amaji, car l'Empire déteste les IA. Si les gens le voient être ami avec une IA, ça pourrait lancer de mauvaises rumeurs. Liam ne comprend pas pourquoi les gens haïssent les IA, donc il demande une explication. Il lui dit qu'autrefois, les humains ont failli être exterminés par les IA pendant la Grande Guerre de Skynet. Ils ont été réduits en esclavage et presque anéantis. Mais dans ces temps sombres, un groupe de gens a bravement combattu les IA et restauré la liberté humaine. Ce sont eux qui ont fondé l'Empire, donc c'est normal que la noblesse n'aime pas les IA. Mais si c'est vrai, pourquoi sa mère lui a offert une IA? Le majordome dit qu'on lui a dit de garder le secret, mais comme Liam est le nouveau comte, il ordonne au majordome de parler. Il révèle que les parents de Liam l'ont abandonné et ont fui. Liam demande pourquoi, et le majordome explique qu'ils ont mis la dette colossale de la famille Banfield sur les épaules de Liam pour ne pas avoir à s'en occuper. L'arrière-grand-père de Liam, Alistair, était un grand homme qui a accompli beaucoup de choses et a rendu la famille Banfield célèbre. Mais le père de Liam était un bon à rien, et une fois qu'il a pris le contrôle, il a tout ruiné. Maintenant, la famille Banfield doit une fortune et a perdu les droits sur les ressources exploitables de ces planètes frontalières. En plus, leurs industries ont décliné, donc il n'y a presque plus de revenus fiscaux, ce qui signifie qu'ils ne pourront jamais rembourser. En d'autres termes, Liam est cuit. Ailleurs sur Hydra, des citoyens discutent dans un bar de leur nouveau seigneur, un enfant de 5 ans. Un homme dit détester cet endroit parce que la dernière fois qu'un nouveau seigneur est arrivé, ils ont été taxés pour rien. Mais ils ne peuvent qu'espérer que ça se passe mieux cette fois. Pendant ce temps, Liam essaie de comprendre pourquoi, si le domaine Banfield est pauvre depuis si longtemps, ses parents ont décidé d'en charger leur fils de 5 ans. Puis il réalise qu'ils l'ont probablement eu exprès pour lui refiler leurs dettes. Dans sa vie précédente, Liam a été exploité, utilisé puis jeté comme du papier toilette, mais il jure que ça ne se reproduira pas ici. Il demande à Amaji de l'aider à construire un bon avenir, et Amaji est ravi d'aider Liam parce qu'il lui a donné un but.
Liam est content d'avoir enfin quelqu'un en qui il peut avoir confiance, donc il a hâte de travailler avec Amaji. Mais avant ça, il lui donne les 3 lois de la robotique pour assurer la sécurité de l'humanité. La première loi est qu'Amaji ne doit pas nuire à un humain. Mais Liam réalise qu'il se fiche des autres humains, donc il change les lois. 1. Amaji ne doit rien faire qui puisse lui nuire à lui. 2. Elle doit obéir à tous ses ordres, sauf si ça contredit la première loi. 3. Elle doit se protéger, sauf si ça contredit les 2 premières lois. Maintenant que c'est fait, Liam dit à Amaji qu'il a l'intention de revitaliser le domaine de Banfield, et il veut savoir si elle a des idées sur la façon dont il pourrait le faire. Amaji fait une recherche rapide et finit par trouver quelque chose, mais avant d'en parler à Liam, elle l'avertit qu'étant donné qu'elle est une IA, ses idées peuvent ne pas correspondre aux idéaux de l'Empire. Cependant, elle est équipée pour fournir un soutien administratif à la gouvernance de Liam. Comme Liam ne connaît absolument rien de ce monde, Amaji lui propose d'utiliser une capsule éducative. Un appareil spécial capable de télécharger dans votre tête 10 ans d'informations en l'espace de 6 mois seulement, et même de renforcer votre corps pendant que vous êtes à l'intérieur. Liam pense que c'est une bonne idée, mais il n'y aura personne pour prendre en charge le domaine de Banfield pendant qu'il est à l'intérieur. Il accorde donc à Amaji l'autorité temporaire de gérer le domaine, pendant qu'il est dans la capsule. Le majordome s'oppose à cette idée car il ne veut pas que Liam confie tout le domaine à une IA, mais Liam dit que c'est bon puisqu'Amaji ne ferait jamais rien de mal à moins qu'il ne le lui ordonne. D'ailleurs, aucune loi n'interdit à une IA de gérer temporairement un domaine, alors il va tout lui confier. Une fois la capsule éducative préparée, Liam est prêt à commencer le processus, mais avant d'y entrer, il veut demander quelque chose à Amaji. Il veut savoir si elle peut ressentir des émotions ou quelque chose de similaire, et bien qu'Amaji dise qu'elle n'en est pas sûre, lorsque Liam lui a demandé de faire équipe avec lui, ses logs ont provoqué un débordement de la mémoire cache, ou, en termes simples, cela l'a rendue heureuse. Liam est heureux de l'entendre, il rappelle à Amaji qu'il lui confie tout Eva dans le module d'éducation. Une fois que Liam a fini de cuisiner, la capsule s'ouvre, et Amaji est là pour l'accueillir. Il lui demande combien de temps il est resté dans la capsule, alors Amaji l'informe que 2 années se sont écoulées depuis qu'il est entré dans la capsule. Une fois que Liam s'est habillé, Amaji lui fait un résumé de l'état économique actuel du territoire de Banfield, et tout semble s'être déroulé sans problème, alors Liam remercie Amaji pour son travail acharné. Liam dit qu'il veut aller faire un tour sur le territoire, alors Amaji décide de lui montrer d'abord les docks des vaisseaux de combat. C'est la première fois que Liam voit réellement le territoire en personne, et il est particulièrement intrigué par les combinaisons Babel. Alors il demande à Amaji s'il peut les essayer, et elle est plus qu'heureuse d'organiser un test pour lui. Elle informe Liam que l'armure effectue automatiquement les mouvements de base, donc tout ce qu'il a à faire est d'imaginer l'action qu'il veut effectuer, et cela se produira. Il essaie, et une fois que les systèmes de la combinaison sont activés, Liam peut marcher avec. Liam aimerait pouvoir essayer de se battre avec l'une de ces combinaisons, et à sa grande surprise, Amaji dit qu'elle peut organiser un combat simulé pour lui. Ainsi, quelques minutes plus tard, le chef des forces de défense de la planète, Masida, arrive pour affronter Liam. Dès que le match commence, Liam charge et frappe Masida, mais même s'il a bloqué le coup, Masida prétend avoir perdu. Il n'est pas très doué pour jouer la comédie, donc Liam comprend qu'il y va doucement avec lui, et il n'aime pas ça. Il ordonne à Masida de prendre ce duel au sérieux, et Masida ne peut pas désobéir à un ordre direct de son seigneur, alors lorsque Liam charge à nouveau vers lui, Masida attrape l'épée, désarme Liam et le projette au sol. Liam ne comprend pas comment il a pu être vaincu si facilement, alors Amaji explique que les mouvements de la combinaison sont déterminés par ce que l'utilisateur peut visualiser, donc les personnes avec des années d'expérience au combat comme Masida ont un bien meilleur contrôle. À cause de cette défaite humiliante, Liam ordonne à Brian de lui trouver immédiatement un instructeur de combat. Brian essaie de le convaincre qu'il n'a aucune raison d'apprendre à se battre, mais Liam est catégorique et refuse d'accepter un refus. Dans sa vie précédente, il a été opprimé par des gens qui avaient plus de pouvoir que lui, donc s'il prévoit de vivre ici en tant que seigneur maléfique, alors il doit être fort. Peu après, Liam rencontre un homme nommé Yasushi, et c'est un maître de la voie de la chair. Liam est fou de joie car il trouve que Yasushi a l'air vraiment cool, alors il se présente et dit qu'il veut que Yasushi devienne son instructeur. Yasushi accepte de devenir le professeur de Liam, mais Amaji ne pense pas que ce soit une bonne idée d'engager Yasushi car il semble louche. Liam ne nie pas que Yasushi est louche, mais il ressemble à un samouraï, donc il est prêt à l'ignorer. Si Liam pense que Yasushi sera un bon professeur, alors Amaji n'a pas le droit de s'y opposer, mais elle lui demande au moins de vérifier les compétences de Yasushi avant de l'engager, alors Liam lui demande de faire une petite démonstration. Yasushi accepte la démonstration, alors il emmène Liam et Amaji dans une clairière dans les bois, où il a déjà installé plusieurs poteaux. Avant de commencer, il dit à Liam qu'il s'apprête à démontrer sa technique secrète, connue sous le nom de voie de l'éclair, et qu'il ne la démontrera plus jamais. Liam ferait mieux de regarder attentivement. Liam comprend,
Alors pour être sûr de pouvoir l'étudier plus tard, il demande à Amagi de commencer à enregistrer. Yasushi prend position, puis il dégaine partiellement son épée et la rengaine. La seconde suivante, tous les poteaux autour de lui se fendent en deux, donc Liam est vraiment impressionné par cet exploit. Il devrait être impossible pour une personne de bouger aussi vite, alors Liam demande à Amagi de lui montrer l'enregistrement au ralenti pour voir comment Yasushi a fait. Mais lorsqu'il regarde les images, peu importe à quel point Amagi les ralentit, il n'y a aucun signe que Yasushi ait réellement dégainé son épée. Liam suppose que Yasushi doit avoir bougé si vite que les caméras d'Amagi n'ont pas pu le suivre, donc il est encore plus convaincu que Yasushi est incroyable et demande à devenir son disciple. Plus tard dans la nuit, Yasushi retourne à l'endroit avec les poteaux, et il n'arrive pas à croire que Liam soit vraiment tombé dans le panneau d'une tendance TikTok. Tout ce qu'il a fait, c'est couper les poteaux à l'avance pour qu'il tombe tout seul, et maintenant il peut toucher un salaire confortable de Liam sans avoir à faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, la princesse se rend à une réunion avec les pirates de Goz pour discuter de la possibilité d'une paix. Goz est celui qui a proposé une trêve, mais dès qu'elle arrive, il lui dit qu'elle était stupide de venir ici toute seule. Christiana répond, disant à Goz qu'elle n'est pas venue ici seule, et si Goz essaie quelque chose, alors toute la flotte de l'Alliance réduira son vaisseau en miettes. C'était censé être une démonstration de force, mais Goz n'a pas peur car il sait que l'Alliance est vraiment de son côté. Juste à ce moment, Christiana reçoit un rapport que des pirates se sont approchés de sa planète natale. Et cela n'a aucun sens pour elle car il aurait dû être impossible pour les pirates de franchir la ligne de défense de sa planète. Alors, Goz explique que l'alliance qu'elle a formée n'est pas exactement parfaite, il y a certains membres impliqués qui étaient heureux de la trahir une fois que Goz leur a fait une offre. Juste à ce moment, l'équipage de Christiana l'avertit que tous les vaisseaux de l'Alliance pointent leurs canons vers son vaisseau. Elle n'arrive pas à croire que Goz ait réussi à retourner sa propre armée contre elle, mais maintenant elle n'a d'autre choix que d'écouter les demandes de Goz. De retour dans le monde de Liam, il s'est entraîné sous la direction de Yasushi, et il est vraiment épuisé, mais peu importe à quel point il travaille dur, il n'arrive toujours pas à utiliser la voie de l'éclair. Il demande à Amagi s'il y a un moyen pour lui d'apprendre ce mouvement, mais elle est une IA, donc elle ne connaît pas grand-chose à ce sujet. Depuis 3 ans, Yasushi n'a fait qu'entraîner Liam aux bases de l'escrime, mais Liam commence à s'en lasser. Du bon côté, puisque Liam a maîtrisé toutes les bases, Amagi dit que sa capacité de combat est bien meilleure qu'avant, mais Liam ne s'en soucie pas. Ce qu'il veut, c'est un mouvement flashy qui aura l'air cool quand il le fera. Cette nuit-là, Yasushi est dans sa chambre en train de lire des mangas comme d'habitude, et il a encore du mal à croire qu'il a décroché un job aussi bon. Yasushi est peut-être un escroc, mais il connaît un peu le combat à l'épée, donc tout ce qu'il a eu à faire pendant les 3 dernières années, c'est d'enseigner les mouvements de base à Liam, et il a été payé une somme folle pour ça. Il espère que cette situation durera éternellement, mais un moment plus tard, Liam se présente et demande à Yasushi de lui apprendre à utiliser la voie de l'éclair. Yasushi annonce immédiatement qu'il démissionne. Il invente une excuse et rappelle à Liam qu'il a dit qu'il ne démontrerait la technique de la voie de l'éclair qu'une seule fois, donc s'il n'est pas satisfait, alors il n'y a aucune raison pour que Yasushi reste ici en tant que professeur. Liam baisse immédiatement la tête et commence à supplier Yasushi de lui pardonner son insolence, et Yasushi dit qu'il lui pardonnera cette fois, mais qu'il ne doit pas refaire la même erreur. Dès que Liam quitte la pièce, Yasushi pousse un soupir de soulagement, car il craignait que Liam ne découvre qu'il est un imposteur. Il n'a aucun moyen d'enseigner la voie de l'éclair à Liam, alors que lui-même ne sait pas comment la faire. Juste à ce moment, Liam revient, et Yasushi craint qu'il ne l'ait entendu tout à l'heure, mais Liam est juste venu lui dire qu'il a quelque chose à faire demain, donc il ne pourra pas s'entraîner. Pendant ce temps, Christiana a été prise en otage par les pirates de Goz, et elle est actuellement retenue dans la chambre du capitaine Goz. Elle lui demande ce qu'il va faire d'elle, alors Goz explique qu'il voulait juste lui offrir une place au premier rang pour le spectacle. Christiana ne comprend pas ce qu'il veut dire au début, mais ensuite Goz ordonne à tous ses vaisseaux de pointer leurs canons vers la planète de Christiana. Elle réalise ce qu'il prévoit de faire, alors elle supplie Goz d'arrêter, mais il est trop tard, il ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu, et Christiana est forcée de regarder sa planète être détruite. De retour sur la planète de Liam, il est toujours frustré de ne pas avoir pu apprendre la voie de l'éclair, mais il doit quand même s'occuper de ses devoirs de seigneur, alors il demande à Amagi de lui donner le rapport mensuel. Amagi lui montre des graphiques détaillant l'état économique actuel de la planète, et bien que la dette massive reste inchangée, les secteurs de production ont connu une croissance régulière. Liam est content d'avoir confié la gouvernance à Amagi car elle fait clairement du bon travail, mais Amagi dit que le taux de croissance est en réalité bien plus lent qu'elle ne l'avait prévu. Ils ont fait des investissements significatifs dans des choses comme le programme de bien-être, mais les bénéfices en sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être compte tenu du budget et du délai. Liam demande à voir les rapports financiers du programme de bien-être, et toutes ces années de comptabilité portent enfin leurs fruits car il peut immédiatement voir le problème. Il dit à Amagi de convoquer l'homme responsable du programme de bien-être, et quelques minutes plus tard, ce bouton ambulant se présente.
Liam ne perd pas de temps et dit à l'homme que s'il a une excuse, il ferait mieux de la donner maintenant. Le noble essaie de feindre l'ignorance, mais Liam sait qu'il a détourné des fonds du programme de bien-être. Il a essayé de le cacher avec une manipulation habile des factures, mais Liam a l'habitude de parcourir les factures, donc il peut clairement dire que quelque chose ne va pas. En plus de cela, le noble a changé de fournisseur pour le projet, alors Liam lui demande pourquoi il a fait ça. Le noble essaie de prétendre que l'autre fournisseur est meilleur, mais si c'était le cas, alors le programme de bien-être se porterait bien mieux que ça. Il est évident que le noble est aussi corrompu que possible, mais Liam n'est même pas vraiment en colère. Après tout, il est venu dans ce monde parce qu'il voulait devenir un seigneur maléfique, donc il doit aussi apprendre à profiter de sa position comme ça. Juste à ce moment, Amaji informe Liam qu'une affaire de détournement de fonds a été ouverte contre le noble, et Liam est surpris que le noble ait été pris et ait réussi à garder son travail. Mais le noble lui dit que l'enquête a été close, et il a été déterminé que son subalterne était en réalité le responsable du détournement. Liam demande à Amaji si c'est vrai, et elle le confirme, mais aucune preuve réelle n'a jamais été présentée pour soutenir l'affirmation que le subalterne était à blâmer, et le noble a fait exécuter l'homme. Liam connaît trop bien ce schéma, alors il accuse le noble d'avoir piégé son subalterne et de l'avoir fait tuer. Le noble essaie frénétiquement de le nier, mais Liam sait que chaque mot qui sort de sa bouche est un mensonge, alors il prend son épée et s'approche lentement du noble. L'homme réalise maintenant que Liam ne se laissera pas berner, alors il essaie de plaider sa cause, explique que tous les autres nobles font la même chose, donc c'est parfaitement normal de ruiner la vie des gens pour son gain personnel. Après l'avoir entendu dire ça, Liam dégaine son épée et s'apprête à tuer le noble, mais Amaji lui dit d'arrêter. Le noble commence alors à crier que Liam est trop jeune pour comprendre que c'est comme ça que le monde fonctionne, mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Liam lui tranche la tête. Liam est toujours furieux, alors il ordonne à Amaji d'enquêter sur tous les nobles de cette planète et d'exécuter immédiatement tous ceux qui sont corrompus, mais elle lui dit qu'il doit d'abord se calmer. C'est la première fois que Liam tue réellement quelqu'un, et il est tellement nerveux qu'il ne peut pas lâcher l'épée. Amaji l'aide à relâcher sa main, et concernant son ordre précédent, elle lui dit que cela causerait des problèmes s'il exécutait tous les nobles corrompus, pratiquement tous les nobles sont corrompus, donc s'il les tue tous, alors il ne restera plus personne pour gérer la planète. En compromis, elle lui demande de préparer une sélection de poupées pour reprendre les postes administratifs de la planète, et Liam lui fait confiance, donc il accepte. Peu après, Liam est de retour dans la zone de chargement, et comme il maîtrise maintenant les bases du combat à l'épée, il veut s'entraîner à nouveau avec une combinaison de combat. Mais avant qu'il n'en enfile une, Yasushi se présente et lui dit qu'il ne pourra jamais devenir un grand combattant s'il utilise les combinaisons automatisées ordinaires. Alors, Liam demande à Masida s'il y en a une autre qu'il peut utiliser, et il est informé qu'il existe une combinaison entièrement manuelle, mais pratiquement personne n'a jamais pu l'utiliser. La raison pour laquelle Yasushi a eu cette idée en premier lieu est que Liam devenait réellement un bon épéiste, et si Liam parvient à maîtriser l'escrime, Yasushi perdra son emploi confortable d'imposteur. Alors qu'il fouillait dans le stockage royal pour trouver quelque chose à voler, il est tombé par accident sur un mèche endommagé. Alors il a décidé de tromper Liam pour qu'il l'utilise, car il n'y a aucun moyen qu'un gamin comme lui puisse un jour le maîtriser. Et son plan a totalement fonctionné, car Liam est maintenant pleinement investi dans son entraînement avec le mèche à vide. Théoriquement, puisque le mèche est entièrement manuel, apprendre à l'utiliser correctement donnera à Liam un avantage sur tous les utilisateurs de mèche automatiques de la galaxie, donc s'entraîner avec pourrait réellement le rendre plus fort, mais d'abord, il doit trouver quelqu'un pour le réparer. Masida est content que Liam soit si concentré sur son entraînement au mèche, mais il ne comprend pas pourquoi il veut commencer avec un modèle manuel difficile à contrôler. Il est encore plus confus par le fait que Liam a frappé ce poteau sans arrêt depuis quelques jours maintenant. Il demande à Liam ce qu'il fait, alors Liam explique qu'il essaie simplement de reproduire la technique secrète que Yasushi lui a montrée, et peu importe le temps que cela prendra, il continuera à s'entraîner jusqu'à ce qu'il la maîtrise. Masida ne croit pas que cette technique existe réellement, mais il n'a aucun moyen de convaincre Liam que Yasushi lui ment, alors il le laisse faire ce qu'il veut. Plus tard dans la journée, Amaji se dirige vers la zone de chargement pour répondre à la demande de Liam. Elle pense personnellement que les conseils de Yasushi valent moins qu'un NFT, mais puisque Liam veut utiliser ce mèche, elle va faire de son mieux pour que cela se réalise. Cependant, elle n'est pas qualifiée pour effectuer la maintenance elle-même, donc un spécialiste des mèches impériaux est appelé. Le lendemain, Liam et Amaji Goz vont accueillir Nia au port, et dès que Nia repère Amaji, elle commence à agir bizarrement. Liam suppose que quelqu'un de l'Empire serait dégoûté par la vue d'un androïde, mais à sa surprise, Nia semble en réalité très excitée. Elle a une obsession malsaine pour les androïdes, et elle peut voir qu'Amaji est un modèle vraiment haut de gamme, alors elle veut inspecter chaque recoin à des fins de recherche. Liam a fait exactement la même chose quand il a rencontré Amaji pour la première fois, mais voir quelqu'un d'autre le faire est juste bizarre, alors il dit à Nia d'arrêter. Il la laisse ensuite dans la zone avec le mèche manuel et lui demande de le restaurer, mais Nia lui dit « Cette chose est foutue.
Tu ferais bien mieux d'acheter un des modèles plus récents, mais Liam insiste pour vouloir utiliser ce mesh. Nia lui dit que les pièces pour ce modèle ne sont plus en production, donc cela coûtera cher de le réparer, mais Liam s'en fiche, il est prêt à dépenser autant d'argent qu'il le faudra pour remettre cette chose en état de marche. Ces mots sont un rêve devenu réalité pour Nia, car cela signifie qu'elle peut facturer à Liam autant qu'elle veut pour les réparations, mais il y a une autre chose. Liam dit qu'il veut que le mesh ait un finisher. Nia ne sait pas ce qu'un finisher est censé être, alors Liam explique que c'est une technique cool qu'il peut utiliser pour éliminer ses ennemis, comme un point fusée. Juste à ce moment-là, Yasushi entre par hasard dans la zone, et dès qu'il voit Nia, il tombe amoureux sur le champ. Après s'être calmé, il essaie de jouer la cool attitude et de l'aborder avec sa fausse histoire, mais elle s'en moque complètement parce qu'elle est bien plus intéressée à expliquer pourquoi un point fusée est une idée stupide. Les propulseurs prendraient beaucoup trop de place, et perdre intentionnellement sa main dans un combat est une terrible idée. Mais Liam pense toujours que c'est cool, alors il dit à Nia de dépenser autant d'argent qu'il le faut pour ajouter un point fusée au mesh. Les deux finissent par se mettre d'accord et s'amusent bien à parler de à quel point les meshs sont cool, mais Yasushi ne peut pas croire que Nia préfère Liam à lui. Cela pourrait avoir un lien avec le fait que Liam est réellement sympathique, mais Yasushi est un jaloux de première, alors il décide de faire payer à Liam ses frustrations de célibataire en le forçant à faire un entraînement impossible. Il bande les yeux de Liam et lui tire des balles de tennis dessus pendant qu'il est en équilibre sur une bûche au milieu d'un lac. Il invente des histoires comme quoi c'est nécessaire pour débloquer l'œil de l'esprit de Liam afin qu'il puisse sentir les attaques venir sans regarder, mais c'est totalement bidon. Pendant ce temps, après que le vaisseau de Christina a été pris par Goz, elle et tout son équipage ont été faits prisonniers, et Goz prend un grand plaisir à lui frotter sa défaite au visage. Christina lui demande ce qu'il compte faire d'elle, alors Goz explique qu'il va l'emmener sur sa planète au trésor et l'ajouter à sa collection. Christina pense que Goz parle d'une sorte de sexe dinjon bizarre ou quelque chose comme ça, mais elle découvre bientôt que c'est bien pire. Goz la traîne jusqu'au laboratoire, et là, Christina voit quelque chose d'horrifiant. Cette masse de cauchemar était autrefois une des subordonnées de Christina, mais Goz l'a livrée à son savant fou, et maintenant elle ressemble à quelque chose sorti de Made in Abyss. Goz dit aux scientifiques que Christina va être son nouveau jouet, et il y a beaucoup de choses qu'il aimerait essayer sur elle. D'abord, il prévoit de lui arracher un œil et d'implanter cet œil dans sa main, pour que Christina puisse regarder son corps être tordu et mutilé au-delà de toute reconnaissance, comme le reste de ses jouets. Alors que Christina vit le pire moment de sa vie, les choses sur la planète de Liam se passent plutôt bien. Sous le règne de Liam, l'économie s'est beaucoup améliorée, donc tous les habitants sont très heureux. Ils ne s'attendaient pas à ce que les choses fonctionnent si bien, mais ils ont hâte de voir ce que Liam fera ensuite pour améliorer la planète. Mais ils ne savent pas que Liam vient de dépenser une grosse partie du budget planétaire sur son mesh. Nia a enfin fini de le restaurer à son ancienne gloire, et elle est très fière du résultat, alors elle propose de montrer à Liam comment fonctionnent les commandes. La salle de contrôle à l'intérieur du mesh a été agrandie pour la rendre plus confortable, et une fois que Liam est attaché, Nia démarre le moteur. Le mesh s'allume et scanne immédiatement Liam pour le désigner comme le nouveau pilote, donc maintenant personne d'autre ne peut utiliser ce mesh. Liam est excité d'enfin l'essayer, mais dès qu'il attrape les commandes, le mesh tombe. Nia lui rappelle que ce mesh n'a aucune fonction d'auto-équilibrage, donc Liam va devoir le stabiliser manuellement à chaque pas. Normalement, ce serait impossible à réaliser, mais Liam s'est entraîné pour ce moment, alors il reprend le contrôle du mesh et le remet soigneusement debout. Il commence ensuite à sortir lentement de la zone, et Nia est impressionnée par sa capacité à contrôler cette chose alors que c'est sa première fois de l'utiliser réellement. Pendant qu'il marche, elle dit à Liam que son imagination est incroyablement cruciale pour le fonctionnement de ce mesh, plus l'image mentale est vive, plus les mouvements du mesh seront précis. Liam essaie de concentrer son imagination pour faire quelque chose de cool au mesh, mais ensuite ses yeux se posent sur la poitrine de Nia, et tout a dégringolé à partir de là. Liam imagine maintenant de manière très vive ce que cela ferait de toucher Nia de toutes les manières imaginables, et le mesh exécute l'action devant tout le monde présent. Ils n'ont aucune idée que le mesh ne fait que répondre à l'imagination de Liam, donc ils croient tous fermement que Liam est en train de faire un train sur Nia en ce moment. Yasushi est furieux à l'idée que Liam vient de lui voler son crush, mais Masida est en fait soulagée parce qu'au moins c'est un humain cette fois. Pendant ce temps, Liam essaie de trouver une explication pour empêcher Nia de penser qu'il est un pervers, mais le mesh a déjà commencé à faire des mouvements de bassin, et il n'y a pas de retour en arrière possible. En guise de vengeance, Yasushi finit par frapper Liam avec des balles de tennis par jalousie encore une fois, mais après cela, Liam retourne à son entraînement habituel. Il est dehors en train de pratiquer la technique de la voie de l'éclair, mais peu importe combien il balance son épée, il ne peut pas trancher le poteau à distance. Il commence à s'inquiéter de ne pas avoir de talent pour l'escrime comme ça, mais Amagi vient le voir et l'assure que ce n'est pas le cas. Elle lui dit que le problème vient de Yasushi et de ses enseignements, ainsi que de la foi aveugle que Liam a en lui. Mais quand Liam entend Amagi mentionner sa foi en Yasushi,
Il est convaincu qu'elle veut dire qu'il n'a pas assez foi en son professeur. Il n'y a aucun moyen que Yasushi lui mente ou fasse une erreur, donc Liam croit qu'il doit mal interpréter les leçons de Yasushi d'une manière ou d'une autre. C'est alors qu'il se souvient que la magie existe dans ce monde, donc même si trancher un poteau sans le toucher semble physiquement impossible, cela devrait être possible avec l'aide de la magie. Liam vient de faire une percée majeure dans son entraînement, donc pendant les quelques mois suivants, il s'entraîne assidûment à trancher avec sa magie, jusqu'à ce qu'un jour il appelle Yasushi pour lui montrer ce qu'il a accompli. Liam dit à Yasushi qu'il a enfin maîtrisé la voie de l'éclair, mais cela ne devrait pas être possible, donc Yasushi s'attend à ce que Liam échoue encore une fois. Cependant, alors que Liam dégaine son épée, il lance une vague concentrée de magie vers l'avant, coupant le poteau en deux à distance. Yasushi ne peut pas croire ce qu'il voit, mais il doit maintenir son rôle de maître, alors il dit à Liam qu'il a bien fait, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre avant de vraiment maîtriser la technique. Yasushi part ensuite, et il commence vraiment à paniquer parce que Liam est un monstre quand il s'agit de s'entraîner. Yasushi lui a menti sur la voie de l'éclair pendant des années, mais Liam a quand même réussi à la réaliser. Un certain temps passe, et Liam est informé qu'une de ses planètes de ressources est attaquée par des pirates. C'est la seule qui n'a pas été saisie pour l'hypothèque de la dette des Banfield, et la seule raison pour laquelle l'Empire ne l'a pas saisie est que son environnement est pauvre et que l'exploitation minière y est difficile, donc il ne pensait pas qu'elle valait beaucoup. Cependant, Amagi a pu installer quelques usines sur la planète pour générer un revenu supplémentaire pour Liam. Mais cette usine est actuellement la cible des pirates, et bien que l'armée des Banfield stationnée là-bas ait riposté, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit anéanti. Liam demande à Amagi si elle a un plan d'attaque prêt, alors elle suggère qu'elle et Liam devraient aller combattre les pirates en approchant par l'angle mort de la planète pour une attaque surprise. Liam aime cette idée, alors il ordonne à toutes ses troupes de se préparer à repousser les forces pirates en orbite, pendant que Liam va défendre la planète en personne. Masida essaie de s'y opposer car c'est dangereux pour le seigneur d'aller combattre des pirates lui-même, mais Liam refuse de laisser quiconque lui voler à nouveau, et en plus, il a vraiment envie de montrer les nouvelles compétences qu'il a apprises. Liam et sa flotte arrivent bientôt sur la planète de ressources, alors Amagi prépare le canon ferroviaire et charge le mèche de Liam dedans. Une fois le canon armé et prêt au lancement, Amagi tire Liam et l'envoie foncer droit vers la surface de la planète. Les pirates sont en train de détruire les derniers vestiges de la force de défense planétaire quand, soudain, l'un d'eux est abattu. Les pirates se retournent pour voir qui les attaque, et quelques instants plus tard, Liam descend et tranche un des pirates en deux. Les autres unités essaient de se disperser et de se cacher pour encercler Liam, mais alors que deux essaient de s'approcher par derrière, Liam les sent arriver et les coupe instantanément en deux. Il ne pouvait pas les voir approcher, mais après toutes ces balles de tennis que Yasushi lui a lancées, il a appris à prédire les attaques qu'il ne peut pas voir. C'est alors qu'un groupe de pirates commence à lui tirer des lasers dessus, alors Liam décide de faire de même et rengaine son épée pour invoquer un canon laser. Il commence alors à mitrailler les pirates de gauche à droite, alors il décide d'essayer de le submerger en attaquant tous en même temps. Cependant, il s'aligne parfaitement pour la technique secrète de Liam. Liam dégaine son épée, et avec un éclair de mana, une grande partie de l'armée pirate est décimée. Les pirates sont choqués que Liam puisse les trancher à distance, et s'il peut faire ça, alors ils ne veulent plus se battre, donc ceux qui survivent commencent à s'enfuir. Liam est déçu de ne pas pouvoir montrer plus de ses compétences à l'épée, mais il ne compte pas laisser les pirates s'échapper, alors il se prépare à utiliser son arme secrète. Il crie « Point fusée » et pointe son bras vers les pirates en fuite, mais au lieu d'un point fusée normal, Liam invoque un point en forme de bombe nucléaire et le lance sur les pirates. Aucun de ces pirates ne va survivre à quelque chose comme ça, mais Liam est contrarié parce que ce n'est pas ce qu'il voulait dire quand il a dit à Nya d'installer un point fusée. Juste à ce moment-là, Liam reçoit un message d'Amagi, et elle s'excuse parce qu'elle n'a pas pu anéantir les forces pirates. 60% des pirates ont réussi à s'échapper, mais Amagi a pu en détruire environ 30%, et les vaisseaux restants ont été réquisitionnés pour être utilisés dans l'armée de Liam. Cela aurait été bien d'éliminer toute la force pirate, mais Liam est satisfait de la tournure des événements, alors il remercie Amagi et lui dit qu'elle a fait du bon travail. Gauze vient d'être informé que les pirates qu'il a envoyés piller la planète ressource Banfield ont échoué dans leur mission, et il est furieux. Le scientifique lui explique que l'escadron a sous-estimé la force des forces Banfield, ils ont donc dû se retirer pour éviter de perdre toute la flotte. Cependant, aussi logique que soit cette décision, Gauze prévoit d'exécuter tous les pirates qui ont choisi de fuir. Il refuse de laisser des lâches dans ses rangs survivre, et après s'être occupé d'eux, il compte envoyer un message en accomplissant personnellement la mission. Il sera absent pendant un certain temps, alors il dit avec moquerie à Christian, maintenant mutilé et meurtri, qu'il reviendra jouer avec elle plus tard. Pendant ce temps, Liam et sa flotte viennent de revenir de leur bataille, et il est très satisfait du résultat. Ils ont pu défendre la planète ressource, et en bonus, ils ont réussi à voler plusieurs vaisseaux pirates.
Selon la loi impériale, quand vous volez quelque chose à un pirate, le vaisseau entier ainsi que toute sa cargaison vous appartiennent légalement, et par chance, les vaisseaux pirates qu'ils ont récupérés contenaient beaucoup de trésors volés. Quand Liam entend le mot trésor, il pense immédiatement à de l'or et de l'argent, mais Brian lui dit que la cargaison était bien plus précieuse que de l'or ou de l'argent. Après avoir fait l'inventaire, Amagi informe Liam que les vaisseaux étaient remplis de métaux rares comme l'oricalque et l'adamantite, mais Liam ne s'intéresse pas à ces métaux car ils ne servent qu'à fabriquer des armes. Il espérait obtenir quelque chose comme une couronne incrustée de diamants, mais Brian ne comprend pas pourquoi, car dans ce monde, les diamants ne sont que des cailloux brillants sans valeur. En comparaison, l'oricalque et l'adamantite sont infiniment plus précieux, mais Liam s'en moque car il veut toujours avoir des choses comme de l'or. Comme il est si intéressé par l'or, Brian lui informe qu'il y avait aussi de l'or sur les vaisseaux, et dès qu'il entend cela, il ordonne à Brian d'utiliser l'or pour fabriquer une tonne de pièces d'or. Dans ce cas, Brian lui demande s'il veut aussi fabriquer des pièces avec les autres métaux, mais Liam n'est pas si borné. Il veut les utiliser pour fabriquer des armes pour son armée, mais Amagi lui dit qu'il y a un gros problème avec cette idée. Ils n'ont pas de forgeron. Par ailleurs, Amagi a quelque chose à discuter avec lui. L'armée Banfield dispose d'environ 10 000 vaisseaux, mais après avoir effectué des diagnostics sur tous, Amagi a découvert que la plupart sont inutilisables. En fait, lorsque l'ordre a été donné de mobiliser la flotte contre les pirates, seulement 30% d'entre eux ont pu partir au combat. Liam est surpris qu'ils aient pu gagner la bataille contre les pirates avec seulement 30% de leur flotte, mais c'est simplement parce que les pirates les ont sous-estimés. Pour le reste de l'Empire, le territoire Banfield est toujours très pauvre. Alors naturellement, les pirates ont supposé qu'il serait facile de voler la planète ressource Banfield, et normalement, ils auraient raison, mais les compétences exceptionnelles de Liam en pilotage de mèche ont renversé la situation. Cependant, si les pirates lançaient une attaque à grande échelle contre eux, ils n'auraient aucune chance de gagner dans leur état actuel. Liam n'aime pas le fait que plus de 70% de ses vaisseaux soient inutilisables, alors Amagi dit qu'elle a une idée et suggère qu'il devrait se débarrasser de tous les vaisseaux cassés. Brian s'y oppose immédiatement car s'ils se débarrassent des vaisseaux non fonctionnels, leurs statistiques militaires diminueront, et ils seront considérés comme des cibles faciles. C'est peut-être vrai, mais garder tous ces vaisseaux cassés coûterait cher en frais de maintenance, et Liam ne veut pas payer pour ça, alors il est d'accord avec Amagi. Pour répondre aux inquiétudes de Brian, Amagi dit qu'ils peuvent simplement acheter plus de vaisseaux pour remplacer ceux qui seront jetés, et s'ils vendent tous les métaux précieux acquis sur le vaisseau pirate, ils devraient avoir assez pour couvrir le coût d'une nouvelle flotte, donc l'argent ne sera pas un problème. Ailleurs, nous voyons Niaz en plein milieu d'une présentation pour introduire son nouveau design de vaisseau, et elle en est très fière car elle a pu améliorer la performance de 7% tout en augmentant la réactivité et la maintenabilité du vaisseau. Elle promet que si ces vaisseaux sont adoptés, la flotte de l'armée impériale deviendra encore plus forte qu'elle ne l'est déjà. La présentation suivante est celle d'Ulysia, la représentante de la 3e usine d'armes, et le nouveau modèle de vaisseau qu'elle vend comme un paquebot de luxe. Il a toute l'atmosphère et l'élégance d'un hôtel de luxe, avec en plus plusieurs formes de divertissement et de loisirs, donc l'équipage est sur des mails utilisés. Les vaisseaux de Niaz sont clairement supérieurs en termes de capacité de combat, mais les siens n'ont pas de parcours de golfe intérieur, alors l'armée impériale décide d'acheter ceux d'Ulysia à la place. Niaz essaie de soutenir que son vaisseau sera plus puissant, car elle a mis toutes les ressources pour maximiser ses capacités, mais Ulysia dit que ses vaisseaux sont tout aussi bons au combat. De plus, la force d'un vaisseau ne dépend pas seulement de ses armes, mais aussi des personnes qui l'utilisent, et si l'équipage peut se détendre au bar après une longue journée de travail, ils seront bien plus motivés à se battre à fond. En quittant la salle de conférence, Ulysia se moque du fait que l'Empire l'a choisi plutôt que Niaz, mais Niaz dit que ce n'est pas fini. Elle a peut-être perdu cette bataille, mais elle jure qu'elle prouvera que son design de vaisseau est plus fort en vrai combat. Cependant, elle a déjà dépensé tout son budget là-dessus, et à moins qu'elle ne trouve quelqu'un prêt à acheter tous ses vaisseaux invendus, elle pourrait devoir déclarer faillite, et il n'y a personne d'assez impulsif pour acheter un modèle de vaisseau que l'armée impériale a rejeté. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait être prêt à les acheter. Après tout, si Liam était prêt à dépenser autant d'argent pour réparer un mèche obsolète, il ne devrait pas avoir de problème à acheter un modèle de vaisseau impopulaire. Pendant tout ce temps, le guide a passé la plupart de son temps sur Terre à manipuler les gens pour se nourrir de leurs souffrances, mais tout cela ne devrait être rien comparé à l'angoisse que Liam doit ressentir en ce moment. La dernière fois que le guide a vu Liam, il l'a envoyé dans un autre monde où il avait des parents minables qui lui ont laissé leurs dettes, donc il s'attend à voir Liam et son territoire en ruine, mais à sa grande surprise, la planète prospère d'une manière ou d'une autre. Il est contrarié que son plan pour faire souffrir Liam ait échoué, mais il a encore une chose à vérifier. Quand Liam a demandé son instructeur d'escrime, le guide a fait en sorte d'envoyer Yasushi, une fraude pathétique qui ne pourrait pas manier une épée pour sauver sa vie, donc il est impossible que Liam ait vraiment appris quelque chose de lui. Pendant ce temps, dans un bar, quelques habitants parlent de la bonne santé de l'économie sous le règne de Liam,
Mais alors que tout le monde est content d'avoir Liam comme seigneur, Yasushi pense que Liam est un monstre. Yasushi sait qu'il est une fraude, et il essayait juste de maintenir l'illusion en donnant à Liam des tâches impossibles encore et encore, mais Liam a réussi à apprendre et maîtriser des techniques que Yasushi ne savait même pas exister. Le guide entend Yasushi dire ça, et il ne comprend pas de quoi il parle, alors il vérifie Liam et le trouve en plein entraînement. Il le regarde détruire complètement un poteau sans même le toucher, et il ne peut pas croire ce qu'il voit. Il est sûr de ne pas avoir donné à Liam des capacités surpuissantes, donc les progrès de Liam sont entièrement dus à son travail acharné. Le guide ne comprend pas comment les choses peuvent si bien se passer pour Liam dans un monde comme celui-ci, et honnêtement, Liam ne s'y attendait pas non plus, car être abandonné par ses parents et plongé dans les dettes à 5 ans est un excellent moyen de ruiner la vie de quelqu'un. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses ont fonctionné, et maintenant l'économie de son territoire s'améliore, et Liam vit enfin sa vie de rêve, tout cela grâce au guide. Toutes les émotions positives de Liam laissent un mauvais goût dans la bouche du guide, et il déteste ça. Après s'être rafraîchi avec les émotions négatives de Yasushi, il retrouve son calme et commence à élaborer un nouveau plan pour ruiner la vie de Liam. Liam se porte peut-être bien maintenant, mais la chute au plus bas fait encore plus mal quand on est proche de nouveaux sommets. Actuellement, Liam discute de la situation des vaisseaux avec Amagi, et il veut savoir si elle a trouvé des pistes. Amagi lui dit que l'armée impériale met apparemment à jour sa flotte avec un nouveau modèle, donc ils vendent les anciens à prix réduit. Même s'il s'agit de modèles obsolètes, les vaisseaux impériaux restent très puissants, donc Liam est partant pour l'idée de les acheter. Mais Amagi lui dit qu'il y a une condition à l'achat, ils devront accepter d'embaucher tout l'équipage existant de ces vaisseaux. Donc en gros, l'Empire essaie de se débarrasser des membres d'équipage qu'ils ne veulent plus. Embaucher tous ces soldats coûterait certainement cher, mais avec leur budget actuel, Amagi pense qu'ils peuvent se le permettre. De plus, beaucoup des membres d'équipage sont des officiers avec des connaissances précieuses, donc les embaucher améliorerait la force de l'armée de Liam. Quand Amagi le présente comme ça semble une bonne idée, donc Liam accepte l'accord. Le guide entend tout ça, et il pense qu'il peut utiliser ça comme une opportunité pour plonger Liam dans le désespoir. Il prévoit de tirer quelques ficelles et d'envoyer des gens très sérieux parmi les soldats que Liam embauchera, et avec Liam qui prétend être un seigneur maléfique, il ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne soit renversé pour sa tyrannie. Pendant ce temps, Yasushi est assis chez lui avec une gueule de bois, se demandant comment sa vie en est arrivée là. Cependant, il entend soudain la voix de Nya, et il se nettoie rapidement et recommence à jouer le maître stoïque. Nyaz avait des doutes sur Yasushi au début, mais après avoir vu les progrès de Liam sous sa tutelle, elle est convaincue qu'il doit être un maître compétent. Yasushi est surpris que Nyaz vienne le voir d'elle-même, donc il pense qu'il a peut-être une chance avec elle, mais en réalité, elle est juste venue pour obtenir des informations sur Liam. Cependant, la façon dont elle formule ses questions fait croire à Yasushi qu'elle parle de lui. Nyaz veut savoir comment convaincre Liam d'écouter son argumentaire de vente, mais elle craint que ce soit impoli d'aller directement lui demander, alors elle demande l'avis de Yasushi sur comment mettre un homme de bonne humeur. Yasushi pense qu'elle cherche des idées pour le séduire, mais il craint qu'elle le trouve bizarre. Cependant, Nyaz le supplie de lui dire car elle a vraiment besoin de savoir comment se mettre un homme dans sa poche. En voyant Nyaz supplier comme ça, Yasushi ne perd pas de temps et commence à énumérer tous les fantasmes qu'il a jamais eus, y compris tous les Scott sauce. Nyaz reste silencieuse pendant quelques secondes, et Yasushi commence à craindre d'en avoir trop dit, mais Nyaz lui demande calmement si elle devrait aussi porter des bas. Yasushi est surpris qu'elle ne le trouve pas bizarre maintenant, mais il lui dit que les bas c'est bien aussi, donc Nyaz le remercie sincèrement pour ses conseils. Quelques heures plus tard, Nyaz se présente au château de Liam pour le voir, et elle porte exactement la tenue que Yasushi a décrite dans l'espoir de séduire Liam. Liam peut être crédule, mais il n'est pas stupide, donc il voit tout de suite que Nyaz manigance quelque chose, et la connaissant, elle veut sûrement qu'il achète quelque chose. Nyaz admet qu'elle veut qu'il achète le dernier modèle des vaisseaux qu'elle a construit, mais Liam refuse immédiatement. Nyaz le supplie d'au moins l'écouter avant de refuser, mais Liam n'a pas besoin d'entendre l'argumentaire car il a déjà acheté plusieurs vaisseaux de combat d'occasion à l'armée impériale, donc il n'a pas besoin des vaisseaux de Nyaz. Nyaz essaie encore de le convaincre avec les stats de ses vaisseaux, mais bien qu'il semble impressionnant, Liam lui dit d'aller les vendre à l'armée impériale si elle veut en faire une vente. Nyaz admet qu'elle a déjà essayé, mais elle a perdu lors de la présentation, donc elle n'a pas pu vendre un seul de ses vaisseaux. Elle demande à Liam s'il serait prêt à acheter certains de ses vaisseaux, même si c'est juste 1 ou 200, car ça l'aiderait vraiment. Elle pourrait même l'aider à obtenir un prêt pour payer s'il veut, mais Liam lui dit d'arrêter de parler car il ne supporte pas l'idée de s'endetter à nouveau. Nyaz commence à devenir vraiment désespérée, alors elle commence à enlever ses vêtements dans l'espoir de séduire Liam pour qu'il achète les vaisseaux, mais ça rappelle juste à Liam comment sa femme dans sa vie passée a probablement séduit son patron. Liam sait que Nyaz n'est pas ce genre de personne, mais là elle a l'air vraiment pitoyable, alors juste pour qu'elle arrête d'essayer de le séduire, il accepte d'acheter quelques vaisseaux. Il demande à Amagi s'il leur reste de l'argent dans le budget,
et Amaji lui dit qu'ils peuvent se permettre d'acheter environ 300 vaisseaux de Niaz. Niaz est extrêmement reconnaissante et promet de livrer les vaisseaux immédiatement, mais en partant, elle trébuche sur ses propres pieds et tombe sur le visage. Liam trouve Niaz belle et ne peut nier que ses compétences en design et technique sont excellentes, mais elle est un peu catastrophique parfois. Dans les couloirs, Niaz dit avec excitation à son équipe de préparer 300 vaisseaux à vendre, et son coordinateur est surpris d'entendre qu'elle a trouvé quelqu'un prêt à acheter leurs vaisseaux, mais Niaz dit que c'est grâce à son charme irrésistible. Pendant ce temps, Liam se fait nettoyer les oreilles par Amaji dans sa salle du trône, et il ne pourrait pas être plus heureux car tout se passe bien pour lui. Quelques heures plus tard, Nia livre tous les vaisseaux que Liam a achetés auprès d'elle, et une fois qu'ils sont tous amarrés, Liam et Amaji montent à bord pour les inspecter. Liam est content d'avoir réussi à mettre la main sur certains des derniers modèles de vaisseaux, mais il comprend pourquoi l'Empire a choisi d'opter pour les autres modèles, car celui-ci n'a aucun luxe. Nia se défend en disant que les designs de luxe sont inutiles au combat, mais cela ne change pas le fait que les gens les apprécient toujours. Nia donne à Liam un rapide aperçu des exigences de maintenance pour ce vaisseau, et elle lui propose même une garantie étendue pour des réglages futurs, mais Liam dit qu'il n'a pas besoin de tout ça. Quoi qu'il en soit, pour finaliser l'achat, elle a besoin que Liam signe le reçu, mais il y a en fait une autre chose qu'elle espérait obtenir de lui. Elle demande s'il serait prêt à lui donner quelques-uns des vaisseaux pirates qu'il a acquis il y a quelques jours, mais Liam refuse immédiatement. Il dit qu'il prévoit d'intégrer les vaisseaux à sa flotte, mais Nia insiste en disant qu'il devrait pouvoir en épargner au moins un ou deux. Liam est sur le point de la refuser à nouveau, mais Amaji prend la parole et dit qu'elle a une idée en tête. Il pourrait donner à Nia le vaisseau qu'elle veut, mais seulement si Nia accepte de convertir le reste des vaisseaux pirates pour qu'ils puissent être compatibles avec la flotte actuelle de Liam. Après tout, les vaisseaux pirates utilisent beaucoup de technologies inconnues en dehors de l'Empire, donc cela demanderait beaucoup de travail pour les intégrer aux systèmes actuels. Nia est plus qu'heureuse d'accepter cela, car standardiser quelques vaisseaux est une tâche peu coûteuse comparée à toutes les informations précieuses qu'elle obtiendrait en étudiant une technologie inconnue. Maintenant que Liam y pense, ce serait amusant de vérifier l'un des vaisseaux pirates en personne, alors il suggère qu'il devrait aller en voir un maintenant. Peu après, tous les trois arrivent sur l'un des vaisseaux pirates, et c'est très différent des cuirassés auxquels Liam est habitué. Nia est excitée car c'est une mine d'or d'innovation nouvelle à copier, et Liam est aussi excité car il vient de remarquer un volant au milieu de la salle de contrôle, et il l'aime vraiment. Il demande à Nia d'en installer un dans son vaisseau quand ils reviendront, mais Nia lui dit que ce serait une perte de faire ça car utiliser le panneau de contrôle pour diriger serait bien plus efficace. Liam se moque de l'inefficacité de son volant, car il a l'air cool. Cela dit, Nia continue d'explorer le vaisseau, et elle est continuellement émerveillée par toutes les nouvelles technologies qu'elle voit. Les lasers gravitationnels de ce vaisseau tournent d'une manière ou d'une autre dans le plan imaginaire, il a des générateurs éthérés inversés, et il a même GTA si préinstallé. Elle a hâte d'analyser toutes ces données quand elle rentrera chez elle, mais pendant que Nia explore encore le vaisseau, Liam repère quelque chose qui ressemble à un chien dans le coin, alors il décide de le suivre. Amaji remarque que Liam agit bizarrement, alors elle demande si tout va bien, et Liam explique qu'il aurait juré avoir vu un chien ici, mais maintenant il ne le trouve plus. La piste s'arrête à cette porte, alors Liam et Amaji entrent à l'intérieur et découvrent que c'est la salle de navigation du vaisseau. Amaji l'allume et explique que cet endroit conserve les logs de tous les trajets que ce vaisseau a jamais effectués, et d'après la carte qu'il regarde, il semble que les pirates aient pillé des systèmes planétaires dans tout l'Empire Aldrin, ce qui était attendu. Cependant, après avoir examiné de plus près les données, Amaji découvre qu'il y a un schéma dans les routes de voyage du vaisseau. Chaque fois que les pirates avaient fini de piller une planète, ils revenaient toujours à l'Empire par une porte de warp, et de là, ils effectuaient un warp de courte distance vers la frontière. Cette région est une zone de bataille entre l'Empire et d'autres nations depuis des lustres, donc il est très difficile de surveiller ce qui s'y passe, ce qui en fait la cachette parfaite pour un groupe de pirates. Liam demande quelles sont les coordonnées pour le warp court, mais apparemment, les coordonnées changent chaque fois que les pirates reviennent d'une expédition de pillage. Amaji commence à analyser les différentes coordonnées, et elle les reporte sur le trajet d'une petite planète voyou qui flotte dans l'espace profond. Avec son trajet irrégulier, il serait impossible de l'atteindre sans savoir où elle sera à l'avance, donc Amaji pense que c'est peut-être la base secrète des pirates. Mais Liam a vu assez de films de pirates pour savoir que la planète doit être une île au trésor, où les pirates entassent tout leur butin. Avec les informations qu'ils ont maintenant, Amaji demande à Liam ce qu'il prévoit de faire, alors il lui dit qu'il veut attaquer la planète au trésor. Pendant ce temps, les pirates qui ont survécu au combat contre Liam sont enfin revenus auprès de Goé, et Goé est furieux qu'ils aient laissé un noble quelconque ridiculiser les ghost pirates. Il ne peut pas laisser Liam s'en tirer comme ça, alors il ordonne à tous ses hommes de se préparer au combat, car ils vont anéantir tout le territoire des Banfield. Mais avant cela, il veut punir les pirates qui ont perdu face à un enfant et ont couvert de honte les Goé pirates, alors il les enferme dans une capsule et la fait exploser. Pendant ce temps,
La flotte de Liam part immédiatement pour attaquer la planète au trésor, mais ils doivent utiliser la porte de warp de Domi pour y arriver. Ils sont censés l'utiliser pour se rendre à la porte de warp de Palmonia, mais quand Amagi demande la permission de passer, elle est refusée. Liam lui demande ce qui ne va pas, alors Amagi explique que leur passage vient d'être refusé parce qu'ils n'ont pas encore payé le péage. Juste à ce moment, une transmission de l'opérateur de la porte de warp contacte le vaisseau de Liam, et il lui dit que le péage pour utiliser cette porte de warp dépend de la masse déplacée et de la distance du saut, et comme Liam veut transporter toute sa flotte vers la porte de Palmonia, cela coûtera une somme considérable. Liam dit qu'il est prêt à payer le péage, mais il n'a pas d'argent sur lui, alors il dit qu'il paiera à son retour. Cependant, l'opérateur dit qu'il ne peut pas faire ça car la maison Banfield a un score de crédit si bas que même les prêts sur salaire ne les toucheraient pas, donc il ne peut pas les laisser passer sans payer d'abord le péage. Bien sûr, si Liam pouvait trouver une personne de confiance pour se porter garante pour lui, alors le manager serait prêt à le laisser passer, mais comme personne ne fait confiance à la maison Banfield, cela va être difficile. Liam dit à l'opérateur qu'il peut simplement payer le péage à son retour, mais l'opérateur n'a aucune garantie que Liam reviendra un jour, donc il ne peut toujours pas le laisser faire. Liam pourrait rentrer chercher l'argent pour le péage, mais cela lui coûterait beaucoup de carburant en plus. Alors à la place, il décide d'utiliser l'ancienne technique Karen et demande à parler au manager. Malheureusement, l'opérateur dit qu'il est en fait le manager de toute l'installation, alors Liam monte d'un cran dans son jeu de Karen et dit qu'il va venir lui crier dessus en personne. Amagi demande à Liam s'il est sûr de ça, car si le manager n'était pas prêt à faire de compromis plus tôt, il ne changera probablement pas d'avis même si Liam se déplace. Cependant, Liam est confiant que ses excellentes compétences en négociation convaincront le manager de faire une exception pour eux. Pendant ce temps, à la porte de Palmonia, Goe et le reste de sa flotte viennent d'arriver, et il prévoit d'utiliser la porte de Palmonia pour warper vers la porte de Domi. De là, il va se diriger directement vers le territoire des Banfield pour détruire tout ce que Liam a construit avec tant d'efforts. Il contacte l'opérateur de la porte de Palmonia et lui dit qu'il veut aller à la porte de Domi, et il donne même un petit bonus à l'opérateur pour qu'il ne pose pas de questions. L'opérateur accepte volontiers le pot de vin et dit à Goe que son trou de verre sera prêt dans quelques minutes. Pendant ce temps, à la porte de Domi, Liam est à l'accueil pour demander au manager de laisser passer ses vaisseaux par la porte de warp. L'opérateur n'a rien contre Liam personnellement, mais comme avant, il dit qu'il ne peut pas laisser Liam passer cette porte tant qu'il n'a pas payé le péage. Liam le supplie de voir s'il y a un moyen que le manager puisse l'aider, mais les règles sont les règles, et le manager ne tient pas assez à Liam pour lui rendre service. Juste à ce moment, le manager reçoit un message de la porte de Palmonia, lui disant que Goe et sa flotte pirate se dirigent vers cette porte. Il dit à Liam qu'il a des affaires plus importantes à régler et s'en va, laissant Liam seul dans la salle d'attente. Liam n'arrive pas à croire que ses tactiques de négociation ont échoué, mais pendant qu'il boude, il remarque à nouveau l'esprit de chien d'avant, alors il décide de le suivre à nouveau. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, le manager et son équipe confirment la liaison du trou de verre entre Domi et Palmonia pour que les troupes de Goe puissent passer, et compte tenu de la distance, cela devrait prendre environ 30 minutes pour que Goe et sa flotte arrivent ici. Un des employés demande au manager si c'est vraiment OK, car à ce rythme, les pirates de Goe vont warper juste devant la flotte de Liam dans la zone d'attente, et connaissant Goe, il va anéantir la flotte de Liam sur place une fois arrivé. Cependant, le manager s'en fiche car Goe lui a déjà donné assez d'argent de pot de vin pour une belle maison au bord d'un lac, alors il dit à tout le monde de faire une pause et de quitter la salle de contrôle car ils ne peuvent pas être blâmés pour quoi que ce soit s'ils ne sont pas là pour voir ça arriver. Par coïncidence, quelques minutes après que le manager et son équipe aient quitté la salle de contrôle, Liam s'y retrouve par hasard. Il réalise que c'est la salle de contrôle de la porte de warp, mais il est perplexe quant à l'absence de personnel. Il décide de jeter un œil au moniteur, et à sa grande joie, il voit que la porte de warp de Domi est déjà connectée à celle de Palmonia. Il suppose que le manager a dû se sentir désolé pour lui et a établi la connexion pour que Liam puisse aller à Palmonia sans payer le péage, mais après avoir regardé de plus près le moniteur, Liam réalise que le trou de verre se déplace dans la mauvaise direction. Il suppose que le manager a dû faire une simple erreur, alors il commence à bidouiller les commandes pour rediriger le trou de verre. Il finit par réussir à inverser la direction du trou de verre, mais dans le processus, il crée une branche non intentionnelle. Cela signifie que quiconque était déjà dans le trou de verre se retrouverait dans un endroit complètement aléatoire, mais pour autant que Liam sache, le trou de verre est vide, donc il ne s'en inquiète pas. Juste à ce moment, il reçoit un appel d'Amagi, et elle lui dit de se dépêcher de revenir au vaisseau car elle a réussi à trouver quelqu'un pour se porter garant pour eux. Liam est surpris d'entendre ça, alors il demande qui c'était, et après être retourné à son vaisseau, Amagi l'informe que c'était Nia qui s'est portée garante pour eux. Nia dit que c'est le moins qu'elle puisse faire puisque Liam l'a sauvée en achetant ses vaisseaux. De plus, il lui a laissé prendre quelques vaisseaux pirates, donc elle lui devait beaucoup. Liam remercie Nia pour son aide, et comme il a déjà configuré la porte de warp,
lui et sa flotte traversent, et 30 minutes plus tard, ils arrivent à la porte de Palmonia. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire est d'effectuer un saut à courte portée pour atteindre la planète Voyou et accomplir leur mission. Cependant, Goé, quant à lui, est toujours coincé dans le trou de verre. Il n'a aucune idée que Liam l'a redirigé, mais ils sont dans ce trou de verre depuis longtemps, donc il commence à se demander si quelque chose a mal tourné. Juste à ce moment, l'équipage l'informe qu'ils approchent d'une sortie de trou de verre, et Goé est content de l'entendre. Mais en sortant de la porte, il est horrifié de découvrir que lui et sa flotte ont atterri en plein milieu de la zone d'entraînement de la flotte de guerre impériale, composée de plus de 100 000 vaisseaux. Pendant que la flotte de Goé se fait massacrer, la flotte de Liam vient d'arriver à la planète Voyou, et dès qu'ils ont une vue claire de la planète de Goé et de ses forces de défense, Liam ordonne à tout le monde d'attaquer. Il y a environ 20 000 vaisseaux pirates ici, ce qui est presque 3 fois la taille de la flotte de Liam, mais la plupart de ces vaisseaux sont inactifs pour le moment, donc l'attaque surprise de Liam prend les pirates au dépourvu. Certains vaisseaux pirates essaient de riposter, mais ils n'étaient pas préparés à ce qui allait suivre. Liam équipe son mecha et sort sur le railgun de son vaisseau pour qu'Amaji puisse le tirer sur le champ de bataille, et une fois lancé, il commence immédiatement à décimer les forces pirates jusqu'à ce qu'elles se taisent. Maintenant que la plupart des pirates sont morts, Liam demande à Amaji d'envoyer un groupe de ses troupes pour finir les traînards, et pendant ce temps, Liam prévoit de fouiller la planète Voyou pour trouver le trésor de Goé. C'était la fin de l'épisode 6. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.